Bonjour à tous, je pense vous faire plaisir avec mon invité du jour, un ancien sportif de haut niveau qui a décroché l'un des plus beaux palmarès du sport français. Il nous parlera également de sa reconversion réussie. Bonjour Edgar Gros-Pierron. Bonjour, Alors Edgar, à quel âge vous faites vos premiers pas dans le ski? 18 mois, si on peut 18 appeler mois. ça, Ah c'était oui. les premières glisses. D'accord, et donc il y a une date importante dans votre parcours, c'est 1986. C'est la première sélection en équipe de France de ski acrobatique. C'était un de vos objectifs prioritaires? Là, disons qu'il passe par là si on veut atteindre le plus haut niveau. Et moi, j'avais le rêve d'être le meilleur skieur du monde dans ma discipline. Et donc, évidemment, c'est le passage obligé. Donc en 1988, il y a les JO de Calgary, donc où le ski acrobatique est en sport de démonstration. Et là, vous décrochez la médaille de bronze. Comment vous vivez ce moment? Comme une immense fierté et surtout comme une grande fête à célébrer parce que c'est la première fois que j'étais aux Jeux Olympiques. Je découvrais ce spectacle absolument féerique, magique. Et à l'arrivée de la course, j'étais dans la raquette d'arrivée et j'ai commencé à jouer au chef d'orchestre avec mes bâtons en faisant lever les bras du public quand je les pointais comme ça de mes deux bâtons. Et ça a été 5 ou 6 minutes absolument, absolument fantastique. Et moi, je me souviendrai toujours. En 1989 et 1991, vous êtes champion du monde des bosses en ski acrobatique. On imagine que là, vous avez, sans mauvais jeu de mots, bossé dur pour arriver à ce niveau. Ouais, le premier, 89, premier titre de champion du monde, c'était un peu la surprise parce que j'avais 19 ans et c'est vrai que j'avais pas encore le niveau de maturité pour être à ce niveau-là. Et bon, ça a été un peu la surprise. Le deuxième, c'était un peu la coïncidence selon mes adversaires, mais c'est vrai que le deuxième a été beaucoup plus difficile à aller chercher parce que d'abord on défend, en plus c'est plus difficile quand on est champion du monde d'aller chercher des marges de progrès, des marges de manœuvre pour ensuite recréer l'exploit. Parce qu'en fait, c'est bien là la performance, c'est pas juste de monter une fois sur un podium, mais après c'est de rester dessus. Donc en 1992, les JO d'Albertville, là vous arrivez un petit peu favori, non? Oui, je suis arrivé favori parce que j'étais double champion du monde en titre, numéro 1 mondial, et que je gagnais à peu près une course sur deux à cette époque-là. Et surtout parce que j'avais dit, ces jeux, je vais les gagner. Et ça avait détonné un peu dans le paysage sportif français. Oui. Aucun athlète me disait je vais gagner parce que c'était mal perçu Tout à fait, et parce que voilà, et parce que on a toujours peur de pas être au rendez-vous, ce qui est normal, mais en même temps, si on le dit pas, c'est encore plus dur, à mon avis, d'être au rendez-vous. Et c'était l'événement parfait pour populariser en fait le ski acrobatique dans les médias, non? Ça a permis, ça a eu cet intérêt-là. Tout à fait. Après, ça, c'est les conséquences Mm. du sport. Et quand les Jeux Olympiques euh, mettent en valeur des conséquences, elles sont forcément beaucoup plus grandes. Elles sont planétaires parce que les Jeux Olympiques sont planétaires. Et donc, effectivement, c'est une formidable mise en lumière de notre sport et des athlètes aussi. Quand on a la chance d'être aux Jeux, d'y participer, il n'y a pas d'égal par ailleurs. C'est surtout à ce moment-là donc qu'on a découvert votre charisme, votre humour aussi, et que vous avez développé un lien particulier avec le public. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un sport spectacle, moi, que je fais, donc c'est pas un sport de chrono Oui. pur. Le chrono ne compte que pour 25% de la note finale. Donc, les 75%, ouais, c'est un rapport d'émotion, en fait, avec d'abord les 8 juges qui nous notent et qui sont en bas de la piste. Et puis, il y a quelque part le public qui joue aussi son rôle, je dirais. Je dirais pas il met des notes, mais en fait, l'émotion qu'on arrive à lui faire partager crée une espèce d'ambiance, une atmosphère qui peut influencer sur quelques centièmes, quelques dixièmes de points. En 1994, donc, il y a une nouvelle médaille olympique au JO de Lillehammer. Vous visiez l'or, non? Un petit peu de déception ou pas? Non, j'ai pas été bon sur cette course parce que j'ai pas visé ni l'or, ni l'argent, ni le bronze. Je suis venu là en participant à ces jeux et pas pour les gagner. Ce qui avait été d'ailleurs une approche complètement différente, voire même opposée des Jeux d'Albertville où j'avais dit que j'ai gagné. Là, j'ai dit avant la course, enfin un an avant, et puis je le répétais,
que c'était pas une course pour moi, que le terrain me convenait pas. Et donc, j'ai été très mauvais parce que j'ai mal su apprécier les qualités qui étaient les miennes sur des pistes plus faciles. Et du coup, j'ai pas fait le job correctement. Je suis arrivé le jour de la course, j'ai produit en finale un ski absolument magique, mais à 10 mètres de la ligne d'arrivée, je me suis dit, putain, c'est gagné en fait. Et à ce moment-là, j'ai fait une faute, je me suis désuni et j'en ai retiré l'enseignement que tant que je faisais pas 3 virages après la ligne d'arrivée, une course n'était jamais gagnée. Non, c'est pas gagné, oui. En 1995, vous prenez votre retraite sur un nouveau titre. J'étais en fait 2 ans avant la Clusa, ce dernier titre, cette dernière course de ma carrière. J'étais dans un lit d'hôpital, j'étais blessé au genou et je voulais pas terminer sur un échec, je voulais pas sortir par la petite porte. Et du coup, je m'étais refixé non pas les Jeux de Lillehammer, mais les championnats du monde de la Clusa comme l'échéance ultime sur laquelle je voulais effectivement sortir par la grande porte, donc sur une victoire. Est-ce que vous aviez, on imagine, planifié un petit peu votre reconversion? Vous saviez vers quoi vous vouliez aller? Alors autant j'avais planifié ma sortie de carrière, autant pour la reconversion, je m'étais simplement dit que je me donnais 5 ans pour travailler avec mes sponsors et voir un peu quel métier j'allais pouvoir faire. J'avais des médailles mais pas de diplôme, et que mes médailles n'étaient pas des diplômes justement. Donc je repartais de zéro et il fallait que j'apprenne sur le tard. Du coup, je m'étais dit que mes sponsors allaient peut-être pouvoir me former à des métiers. Et donc, je suis un peu parti la fleur au fusil dans ma reconversion. Et pendant 5 ans, j'ai fait plein de métiers, j'ai vu plein de choses, mais rien qui m'a vraiment décidé de m'y mettre. Du coup, je me suis posé les questions différemment. Et c'est en me posant les questions différemment que j'ai trouvé des bonnes réponses, quoi. Et c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans le métier du conseil en management, à donner des conférences sur la motivation. Et il y a donc des points communs évidents entre le sport, l'entreprise. Enfin, c'était naturel. Il y a des points communs qui sont évidents, mais les passerelles ne sont pas si évidentes que ça. C'est quand même 2 mondes, mais c'est vrai que le sport est un monde assez inspirant pour les gens dans les entreprises. Et donc, il a fallu tirer ces passerelles et les emprunter et faire en sorte que petit à petit, ce métier de conférencier dans le monde de l'entreprise, issu du monde du sport, devienne un métier qui s'installe tranquillement, puis qui peut-être s'impose aussi. Vous les comptez plus, les conférences en entreprise, non? Vous êtes bon, il y a le contexte actuel, mais habituellement vous êtes très demandé. Oui, j'en fais à peu près 80 chaque année. J'en ai fait plus de 1000 depuis 20 ans. Voilà, et j'ai la chance, et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant, d'intervenir devant tout type de public, tout type d'entreprise. Depuis 2010, vous effectuez aussi des missions dans le mouvement olympique. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette activité? Déjà, de resservir un peu, j'ai la chance de connaître les Jeux olympiques sous l'angle de sportif, mais je l'ai été aussi en tant que consultant télé, en tant que sponsor, avec des sponsors. J'ai été aux Jeux sous différentes casquettes en tant que dirigeant d'une candidature, celle d'Annecy pour les Jeux c'est vrai. qui a avorté malheureusement. Je l'ai été aussi en tant qu'invité du CIO. Donc, en fait, j'ai pu voir les Jeux olympiques sous différents angles. Dernière question, Edgar Gros-Piron, quels sont vos projets, vos envies dans les prochains mois? Alors aujourd'hui, je sors là, au début septembre, une masterclass sur comment rebondir après une crise, parce que c'est un sujet ou une thématique qui est vraiment à l'ordre du jour. En ce moment, on vient de traverser une crise sanitaire mondiale et qui nous a fait passer par tout un tas d'étapes, en fait, qui sont les étapes aussi par lesquelles je suis passé quand je me suis blessé durant ma carrière. Donc, j'ai structuré en fait une masterclass c'est-à-dire une sorte d'atelier d'une dizaine d'épisodes que les gens pourront trouver en ligne sur mon site internet parce qu'il y a plein de questions comme ça que j'ai eu l'habitude d'aborder, de soulever et pour lesquelles j'ai des réponses et que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. On pense que ça sera très utile en tout cas à ceux qui en profiteront et on vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets. Merci Edgar Gros-Piron pour cet entretien et à bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup.